Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de participer à ce symposium international sur la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire de la chaire UNESCO de CEMET. Et nous profitons de l'occasion pour remercier la chaire de cette invitation. Je m'appelle Caterina Arias Ortega, je suis professeure à l'Université catholique de Temuco, Chili, avec mon collègue Carlo Preville, qui est professeur en géographie de l'UCAT. Nous voulons vous intervenir d'un aspect particulier de l'éducation transformatoire à travers de l'éducation en lieu et nous demandons un repère pour l'éducation en lieu comme éducation transformatoire. Dans cette communication, nous nous attarderons sur des considérations pour l'éducation au sein du Nord. Tout au long de la présentation, notre argumentaire sera articulé autour de grands points suivants. Comment apprendre l'éducation en lieu comme éducation transformatoire par la praxis démocratique entre l'imaginaire démocratique projeté et la réalité démocratique véhiculée. Nous essayerons d'élaborer sur des façons de passer des questions socialement vives, portant sur des problèmes socio-territoriaux ou des enjeux de l'éducation transformatoire. La finalité de notre exercice sera surtout de proposer une grille pour analyser des repères didactiques pour l'éducation et la formation au sein du Nord comme éducation transformatoire. Portant des recherches sur les transformations socio-territoriales comme toile de fond de notre engagement de recherche, nous nous intéressons aux transformations territoriales à étudier et à comprendre comme production sociale fondamentale. De là, nous revisitons la démocratie et les efforts nécessaires pour accompagner les transformations des relations sociales comme état des éléments importants conditionnant l'accès, l'usage, le transfert, la préservation, la gouvernance et l'exploitation des ressources des milieux. De nos jours, parler de droit et démocratie semble se focaliser sur le discours et l'essence des valeurs arbitraires, les relations entre les individus, les groupes et les institutions impliquées dans l'exercice des droits et devoirs démocratiques. Encore, plus avec la mondialisation et les médias sociaux, on peut avoir l'impression que la démocratie, l'alphabétisation sociale et l'éducation transformatoire se ramènent essentiellement à des enjeux, à spatiaux, c'est-à-dire où l'espace, les lieux, les relations spatiales semblent être absents a priori pour l'exercice des pratiques démocratiques. Pourtant, la démocratie est toujours exercée pour une société donnée dans un espace-temps. Dans la réalité, la pratique démocratie dans la vision du contrat social considère de manière fondamentale les enjeux de la participation du public à la décision territoriale, une participation pour influencer l'offre et l'affectation des espaces à travers le zonage et l'aménagement du territoire, l'utilisation différenciée des zones selon leur affectation et finalement le contrôle, la gestion et la gouvernance du territoire. Les tensions pour départager les préférences entre les parties prenantes font appel au débat démocratique et la finalité de cette implication, c'est la délibération pour orienter l'aménagement du territoire, ce qui constitue un comportement politique nécessitant une éducation et apprentissage. Ainsi, nous comprenons que la finalité du débat démocratique constitue pour une large part une façon d'appliquer la décision de l'action démocratique sur le territoire, ce qui fait du débat démocratique une démarche à très forte incidence sur des enjeux spatiaux comme le développement du Nord nous intéresse aujourd'hui. L'éducation en lieu constitue un port d'entrée pour comprendre l'état de l'art de lutte sociale, négocier les droits et les privilèges par rapport aux ressources du territoire et co-construire de nouveaux savoirs pour accompagner des luttes sociales, répondre aux enjeux de la gouvernance territoriale, l'adaptation au changement climatique et l'éducation au développement durable. Donc, l'éducation en lieu comme savoir essentiel est une nécessité pour une éducation transformatoire dans la société du XXIe siècle. Après TC, Carl et collaborateurs,
nous concevons qu'une éducation transformatoire constitue la pierre angulaire de l'articulation entre la démocratie et l'éducation, ce qui la diffère de l'éducation bancaire, comme nous l'a appris Paulo Freire. L'éducation transformatoire questionne ainsi les fondements même de l'éducation contemporaine à partir de la déconstruction des pathologies sociales. L'éducation transformatoire conduit à l'agentivité pour la transformation des réalités socio-environnementales qui posent problème et qui empêchent l'émancipation des personnes opprimées et la négation de leurs droits territoriaux. L'éducation transformatoire ainsi à co-construire une éducation de conscientisation critique qui fait de l'activité éducative une praxis émancipatoire. TC, Carr et collaborateurs ont conceptualisé l'éducation transformatoire à travers de 12 dimensions interreliées. Aujourd'hui, nous insisterons sur les 7 premières de cette dimension de l'éducation transformatoire qui sont les formes d'identité, d'altérité et de citoyenneté qui constituent la dimension psychologique, les dynamiques de socialisation et de rapports de pouvoir qui forment la dimension sociologique, la représentation sociale, la communication et les médias appartenant à la dimension médiatique, les formes d'engagement et de participation qui appartiennent à la dimension praxéologique, les pensées critiques et les théories critiques de la connaissance qui relèvent de la dimension épistémologique, les savoirs nécessaires à la compréhension du monde qui sont de la dimension scientifique, les habiletés nécessaires pour transformer le monde qui découlent de la dimension technologique. Maintenant, mon collègue Carlo Préville va continuer avec la présentation. Merci beaucoup, Catherine. En effet, en ramenant le réseau formé par les 7 dimensions que nous venons de présenter au défi de l'éco-citoyenneté et de la gouvernance équilibrée du territoire, nous pouvons constater que ces interconnexions soulèvent des enjeux propices à l'exploration d'une éducation transformatoire pour le vivre ensemble. En effet, au sein des différents groupes sociaux ou des parties prenantes, des enjeux de l'éco-citoyenneté et de la gouvernance équilibrée du Nord, il se construit différents registres de savoir qui, certes, peuvent servir à la formation quand les problématiques sont bien circonscrites. Ainsi, la géographie sociale et culturelle permet d'identifier pour l'éducation des finalités en établissant des liens entre les territoires et les savoirs. Ces constructions régularisent ainsi également les représentations culturelles et les imaginaires géographiques. En final, les constructions élaborées à partir de ces interconnexions permettent de renforcer les processus de formation des identités à la fois culturelles et territoriales. Dans le contexte du nord du Québec qui nous intéresse, même s'il existe plusieurs représentations des territoires du nord du Canada et du Québec, nous pouvons prendre pour cadrage dans cette communication le Grand Nord canadien dans ses espaces au nord du 50e parallèle et qui représente environ 40% du territoire du Canada. Dans cet environnement, la prédominance de la population autochtone peut être de l'ordre de 50 jusqu'à 85% dans certaines sous-régions. De même, sur ce vaste territoire se trouve moins de 10% de la population totale. Si on regarde depuis le tournant des années 2008, il y a certainement un intérêt grandissant pour ces territoires, et cela tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Par exemple, le gouvernement du Canada a publié plusieurs documents intitulés « Stratégie pour le Nord du Canada ». On comprend que ce sont des stratégies pour le développement économique. Le fédéral a publié très récemment un nouveau cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada dans l'horizon 2030. Donc, nous sommes actuellement 21, nous sommes en plein dans l'application de ce cadre stratégique. Au provincial également, les discours sont dominés par la vision du développement socio-économique. Donc, au Québec, depuis 2008-2009, à peu près tous les gouvernements qui ont été au pouvoir se sont amenés avec leur version du plan Nord du Québec. Ce Nord qui, au Québec, représente environ 70% du territoire si on le considère à partir du 49e parallèle. Dans cette portion du territoire, on constate une présence autochtone de l'ordre de 33%, alors que dans l'ensemble du Québec, cette présence autochtone est inférieure à 4%. Donc,
C'est dans cette perspective que on peut parler d'une diade population-territoire, et cela nous conduit à citer Hamelin, qui a évoqué dans plusieurs publications une autochtonie du Nord. Ce phénomène, l'autochtonie du Nord, se manifeste par des perspectives autochtones des enjeux du Nord très différentes de celles des non-autochtones. En effet, si on regarde pour l'ensemble des Amériques, les populations autochtones sont connues comme des peuples de la Terre, ce qui est évoqué de différentes manières dans différentes langues, donc Mapuche, Pachamama, Inuit. Les autochtones ont habité et nommé les lieux longtemps avant l'arrivée des Européens. Les autochtones ont un rapport d'utilisation et de possession des territoires selon des modes ancestraux et communautaires, mais non individuels, comme reconnu dans les codes civils ou bien le common law. Les autochtones pratiquent des genres de vie combinés avec des parts variables de modes traditionnels, actualisés ou modernes, particulièrement dans les territoires du Nord. Et finalement, depuis de nombreuses années, et depuis les années 70, les communautés autochtones luttent pour la promotion d'institutions politiques en propre, pour leur développement socio-économique et culturel à l'intérieur du Canada comme pays constitué. Donc, en considérant ces enjeux, avec des perspectives et des visions du Nord aux antipodes, entre d'un côté les gouvernements fédéraux et provinciaux, et de l'autre les communautés autochtones, on comprend que la conception et la pratique de la démocratie considérée comme droit d'affecter, droit de zoner, droit d'aménager le territoire, nécessite une nouvelle éducation, sinon une rééducation au lieu, ce qui constitue comme, par exemple, le cas du Nord. Donc, en considérant également le discours d'une urgence nationale ici au Canada pour promouvoir la réconciliation et améliorer les relations entre les peuples autochtones et les non-autochtones. Donc, on peut voir que dans ce contexte-là, cette urgence impose l'agenda d'une éducation transformatoire comme un levier incontournable pour viser la réconciliation et la démocratie. Donc, du coup, ces différentes considérations nous amènent à comprendre que le renouveau de l'éducation géographique amènera nécessairement un ensemble de questions socialement vives, des questions sensibles pour discuter, départager et négocier à chaque fois ce qu'il faut apprendre pour décider dans la gouvernance des ressources du Nord, puisque la mondialisation et la demande des matières premières vont conduire à plus de pression pour les agendas du développement socio-économique. Apprendre pour identifier quels sont les défis d'adaptation des milieux socio-écologiques du Nord, puisque les changements climatiques et l'établissement de scénarios d'adaptation de proximité pour les systèmes socio-écologiques du Nord amèneront en débat des représentations et des cultures différentes entre autochtones et non-autochtones. Apprendre finalement pour concilier les identités culturelles et territoriales dans le Nord, puisque l'ancrage identitaire et culturel des premiers peuples dans le Nord, à travers l'autochtonie du Nord, comme nous avons présenté, leur ont appris à cultiver des valeurs et des préférences distinctes découlant de leur sens du lieu, et surtout que ces différences entraîneront par moments des points de vue irréconciliables dans les scénarios de développement du Nord. Donc là, ça nous amène à un défi de problèmes conceptuels et de problèmes de la pratique, parce que ces questions vives mettent en perspective une dichotomie dans la conceptualisation et la réalisation de l'éducation au lieu. Entre, d'une part, des leçons de géographie scolaire caractérisant les territoires du Nord comme réservoirs de ressources naturelles, comme il en est le cas dans le programme actuel le programme de formation de l'école québécoise, et de l'autre côté, une pédagogie autochtone issue de l'expérience des communautés du Nord, cette pédagogie qui prône l'autochtonie du Nord comme l'empowerment socio-territorial et culturel des communautés autochtones. Donc, de là, cette dichotomie amène à réaliser qu'il y a une opportunité pour la promotion d'une éducation transformatoire en vue de développer chez les apprenants des compétences transversales propices à l'action démocratique concertée grâce à l'émergence d'une vision partagée sur le sens du Nord. L'éducation transformatoire, en effet, pour développer des compétences propices à l'action démocratique sur le sens du Nord, évoque des questions de sens mettant en évidence les relations aux espaces étudiés et aménagés, autant que des enjeux différents, divergents, même contradictoires,
de l'habitat, de l'appropriation, du vivre ensemble, de la justice spatiale et de l'interculturalisme. Ainsi, les territoires du Nord doivent être appréhendés comme des lieux de vie, des lieux de pouvoir et aussi des lieux de rapport d'appropriation entre des communautés autochtones et non autochtones et à travers leur représentation respective de l'espace. Donc, pour nous, proposer l'éducation au lieu comme l'éducation transformatoire amène à se demander, d'une part, s'il est possible, s'il est pensable et souhaitable d'avoir une conception partagée sur une nouvelle éducation géographique à transmettre à travers une éducation au sens du Nord. Et comme suite logique de cette première question de recherche, il faut aussi se demander comment l'éducation au sens du Nord peut-elle associer nature, culture et société comme fondement d'une éducation transformatoire. Donc, dans notre communication aujourd'hui, nous proposons également 2 étapes pour répondre à ces 2 questions. Dans la première étape que nous allons profiler rapidement, cette première étape nécessite l'interconnexion de l'éducation, de la géographie, de la culture à travers 6 démarches recoupant les dimensions psychologiques, scientifiques et sociologiques du cadre conceptuel élaboré par Carl Taizé et leurs collaborateurs. Et de l'autre côté, dans la seconde étape, nous allons proposer comme résultat préliminaire de cette recherche exploratoire l'intégration des champs conceptuels des lieux, de l'interculturalisme et de l'éco-citoyenneté à travers 3 axes opératoires que sont les percepts, les concepts et les affects du Nord, ce qui fait très bien écho aux dimensions épistémologiques, praxéologiques et technomédiatiques évoquées dans le cadre conceptuel élaboré par Taizé, Carr et leurs collaborateurs. Donc, regardons rapidement les 6 étapes retenues. Donc, les 6 étapes de la première étape permettent l'interconnexion, comme nous l'avions dit, de l'éducation, de la géographie et de la culture en se réappropriant différentes productions de connaissances déjà élaborées. Donc, la première de ces démarches, c'est la nordicité. La nordicité qui associe imaginaire, données, représentation pour représenter des lignes d'isonore, donc des lignes du Nord d'égale valeur, et proposée par Hamelin. Elle caractérise le sens du Nord comme lieu de vie et comme lieu de pouvoir. La deuxième démarche, c'est la géolittératie. La géolittératie, puisque la géopoétique exprime le ressenti est l'expression de l'attachement dans la variation du vécu et du perçu. Donc, la géolittératie peut aider à caractériser le sens du Nord comme lieu de pouvoir. La troisième, c'est le développement durable. Donc, dans tous les plans Nord, on évoque le développement durable. Et si on regarde avec attention les indicateurs du développement durable, et ces indicateurs peuvent se rapporter à la biodiversité, au climat, au sentiment d'appartenance et au développement culturel. Donc, du coup, le développement durable peut nous aider à harmoniser les représentations du Nord comme des lieux de dynamique spatiale d'humanisation. La quatrième approche que nous allons retenir, c'est le cadre d'éducation 2030 proposé par l'UNESCO. Ce cadre d'éducation souligne les progrès en éducation et au développement durable qui devraient s'accompagner de mesures pour la compréhension adéquate des questions socialement vives relatives à la citoyenneté mondiale et à la durabilité. Donc, ce cadre de l'UNESCO peut nous aider à représenter le sens du Nord à travers les lieux de pouvoir et des lieux de dynamique spatiale d'humanisation. En 5e position, on peut considérer l'éducation environnementale post-Rio, un courant qui s'associe à certaines conceptions postmodernes. Et dans ce courant post-Rio, on souligne que les peuples du Nord prélèvent de l'environnement le nécessaire à leur survie et à leur reproduction, tandis que les communautés du Sud, non autochtones, tirent ou cherchent à tirer du Nord, de ces territoires, plus que le nécessaire parce que eux, ils vivent surtout le profit. Donc, cette conception post-Rio peut nous aider à caractériser le sens du Nord autant comme lieu de vie que comme lieu de pouvoir. Et la 6e et dernière démarche traite de l'éducation et la pédagogie autochtone. La pédagogie autochtone qui permet de transmettre tout un ensemble de savoirs et de savoir-faire à travers la langue et la culture permet certes un équilibre entre l'épanouissement de l'individu et celui du groupe
dans l'espace et au-delà du temps. Donc, la pédagogie et l'éducation autochtone peuvent aider à enseigner le Nord comme lieu de vie et comme lieu de pouvoir, mais également à enrichir les représentations de dynamiques spatiales d'humanisation. Donc, en considérant ces 6 démarches, elles peuvent permettre la construction d'identités territoriales et culturelles et l'éducation aux valeurs nécessaires pour l'établissement de l'éducation transformatoire telle que nous la proposons. Donc, dans cette convergence, nous avons exploré comment une éducation au sens du Nord, comme objet de savoir, permettra d'exprimer une double finalité par l'interconnexion de ces 6 démarches. D'abord, ça nous permet de mettre en perspective une meilleure définition du sens des identités territoriales et culturelles nord-sud en s'appuyant sur les lieux de vie et les lieux de pouvoir. Ensuite, une appréhension adéquate du sens de la gouvernance des ressources territoriales, appréhension sud-nord, en s'appuyant sur les lieux de pouvoir et les lieux de dynamique spatiale d'humanisation. Donc, la seconde étape de notre approche propose l'intégration, disons-nous, des lieux de vie, des lieux de pouvoir et des lieux de dynamique spatiale d'humanisation à travers 3 axes opératoires qui vont intégrer des percepts, des concepts et des affects du Nord. Regardons rapidement ces 3 axes. Les percepts du Nord sont des entités cognitives ou des ensembles d'informations sélectionnées et structurées selon l'expérience et mobilisées dans des contextes expérientiels. Les percepts peuvent découler de la géopoétique nordique, des référents post-Rio et des approches de l'éducation et de la pédagogie autochtone. Les concepts, de leur côté, découlent des savoirs sur les lieux et traduisent les mesures et les représentations des objets de pensée autant concrets qu'abstraits. Ces concepts s'appuient sur le développement du sens du Nord à travers les indicateurs de la nordicité, du développement durable et de l'éducation 2030 de l'UNESCO. Et finalement, les affects pour le Nord expriment le résultat d'une certaine expertise. Et ces affects se manifestent par des attitudes et des habiletés exercées ou bien éprouvées, tout en témoignant une compétence par la pratique et l'intellect. Ainsi, grâce à l'apprentissage social, la transmission culturelle et l'accompagnement, il est possible, croyons-nous, d'exprimer l'éducation transformatoire pour renforcer l'agentivité comme sentiment de pouvoir agir et s'engager au Nord pour le sens des lieux, l'interculturalisme et l'éco-citoyenneté dans cette vision de l'éducation transformatoire. Donc, entre l'imaginaire démocratique projeté et la réalité démocratique vécue que nous avons évoquée dès le départ, nous avons cherché à concevoir une approche didactique pour passer des questions socialement vives portant sur des problèmes socio-territoriaux et de manière spécifique comment et pourquoi développer le Nord. Nous avons ainsi analysé des repères pour l'éducation au sens du Nord comme pratique d'éducation transformatoire. L'éducation au sens du Nord, ainsi, s'accompagne d'une démarche pour faire vivre et connaître le Nord par les imaginaires, les données et les modèles, ainsi que les représentations. Donc, ces percepts, concepts et affects propices à l'émergence de l'agentivité, d'où la finalité de l'éducation transformatoire que nous proposons. Donc, dans cette approche, nous pouvons retenir d'abord que l'éducation transformatoire devra recourir à des processus d'investigation des réalités socio-territoriales et à l'enseignement des spécificités locales grâce à la collaboration des écoles avec les communautés, autant autochtones que locales. Dans le deuxième temps, nous croyons que l'éducation transformatoire nécessitera la co-construction des savoirs pour prétendre à un caractère essentiel dans une éducation au sens du lieu au Québec autant qu'au Canada. Troisièmement, le système éducatif doit se renouveler au rythme des transformations sociales pour préparer les apprenants à affronter la complexité des enjeux et des réalités du XXIe siècle telles que nous l'avons proposé ou bien exposé dans le cadre du Nord. Dans ce même esprit, comme quatrième approche, nous avons mis en évidence comment le sens du Nord, comme nouvel objet de savoir, peut contribuer au renouvellement de l'éducation géographique. Ce renouvellement de l'éducation géographique permettra aux apprenants
permettra aux apprenants de différentes catégories, de différentes classes d'âge ou de strates de représentativité d'établir un affect du Nord privilégié avec ses lieux de vie, ses lieux de pouvoir et ses lieux de dynamique spatiale d'humanisation. Et finalement, le cinquième élément à retenir, c'est que l'approche que nous proposons ici consacre la nature transformatoire de cette nouvelle éducation au sens du lieu pour contribuer à développer l'agentivité et à former des apprenants épanouis, des citoyens engagés et également des travailleurs responsables et éco-citoyens. Donc, tout ceci, nous croyons, peut contribuer à de nouvelles perspectives pour mieux comprendre et mettre en œuvre la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire. Donc, c'est ça qui fait le tour de nos principales idées. Et nous sommes maintenant à votre disposition, Catherine et moi, pour reprendre et répondre à vos questions et éventuellement partager vos commentaires et vos observations. Merci beaucoup.